Bonjour, cette séquence 7 fait suite à la transformée de Fourier à fenêtre glissante qu'on a vue. Donc, on est dans le cadre du module traitement image et parole, partie maths pour le signal, et on attaque donc la transformée en tête aujourd'hui. Je vais couper la vidéo, ce sera plus simple. Voilà, donc on va attaquer cette transformée en dette, donc qui est principalement l'œuvre d'une école française très riche en traitement du signal, et qui est vraiment une avancée capitale à la fois en mathématiques et en traitement du signal pour analyser notamment des signaux complexes. Donc on est en 1980, Jean Morlet va faire une proposition qui est la transposition en landelette, parce que c'est la première fois que cela a été proposé. Donc toute une famille de fonctions qui permettra d'analyser un signal avec des fonctions qui vont changer de taille en temps et donc changer de taille également en fréquence. Donc c'est ça la nouveauté par rapport à ce qu'on a vu avec la transformée de Fourier à fenêtre glissante qu'on a donc ici appelé, souvenez-vous, STFT, donc Short Term Fourier Transform. Voilà, qui dépend donc de deux variables, une variable fréquentielle, f, d'accord, et une variable temporelle, donc de translation. Donc vous voyez, la translation est injectée ici, et ici nous avons l'exponentielle complexe de notre transformée de Fourier. Donc le signal qu'on va prendre par exemple cosinusoïdal est ici modulé par une exponentielle décroissante, ça peut être par exemple une gaussienne, donc qui permettra donc d'avoir finalement un support fini qui sera décalé dans le temps grâce à D. Alors, qu'est-ce qui va changer maintenant? Ce qui est la première chose, donc voilà la fonction ondelette, la famille de fonctions ondelette proposée par Jean Morlet. Ce qui va changer déjà, c'est que, bon, vous voyez que la fréquence f, la variable f, a disparu. Il n'y a plus de fréquence de variable f dans la fonction analysante. Il y a toujours le coefficient de translation temporel, b, ici. Et on a maintenant un nouveau paramètre, une nouvelle variable qui est A, donc qui, vous voyez ici, va changer, va permettre de changer la variable temporelle, donc c'est ici un changement d'échelle, d'où le nom qu'on donne à A, qui est appelé donc le facteur d'échelle. Donc avant d'aller plus loin sur l'influence de A et de B, regardons deux fonctions ondelettes. Donc ça s'appelle, donc ça c'est la première ondelette proposée par Morlet, psi de t, donc cosinus, le signal cosinusoïdal, donc qui est modulé. Donc quelque chose, vous voyez, de très très symétrique, qui s'annule, à gauche et à droite, on voit donc un support temporel fini, donc ça c'est très important, et ça s'appelle la fonction ondelette mère. Pourquoi mère? Parce que c'est grâce à elle, en injectant ici B et A, T moins B sur A, on va pouvoir créer deux infinités de fonctions, donc une famille de fonctions relativement riche à partir de la fonction mère qu'on a ici. Une deuxième fonction, c'est le chapeau mexicain, qu'on utilise également assez régulièrement, toujours pareil, vous voyez le support temporel qui est compact et qui se termine, donc voilà, qui s'arrête de manière assez simple et de manière symétrique. Donc maintenant, si on regarde sur la formule proposée par Morlet, et vous voyez qu'ici, vous avez donc des choses qu'on a déjà vues, le coefficient de translation, le facteur d'échelle, A, la psi s'appelle l'endosphère, ok, avec, si on l'intègre sur R, ça va donner 0, c'est pour montrer son support temporel qui est relativement compact. Donc très très simple à utiliser, on va dire très sympathique. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que fait Morlet avec ça? Donc il va d'abord faire proposer la transformée d'ondelette directe, c'est-à-dire direct veut dire analyser un signal temporel avec donc un produit hermitien. Alors le produit hermitien est là avec sa conjugaison ici. Souvent, si ce sont des fonctions mères qui sont réelles, à ce moment-là, on aura donc directement un produit scalaire. Ici, on va donc, comme d'habitude, pour analyser
projeter x orthogonalement sur une fonction psi AB pour avoir un coefficient. Alors ça s'appelle un coefficient ondelette. Alors D comme détail, parce que plus tard on verra qu'avec les fonctions psi, on calcule les détails du signal, parce qu'on aura une autre fonction phi qui permettra de calculer les coefficients d'approximation de ce signal. Donc on verra un petit peu plus tard cette différence. Alors, Morley s'était arrêté sur l'analyse, donc il n'avait pas proposé la formule de reconstruction pour revenir sur le signal original. C'est Grossman qui l'utilise un petit peu plus tard, qui permet donc d'avoir, avec cette double intégrale, ce qui est important ici, c'est de voir qu'on intègre sur B, et on intègre sur A. Alors, ce que je ne vous ai pas dit ici, mais je l'avais marqué, c'est qu'évidemment, on ne va pas prendre un facteur d'échelle qui est négatif. On prend des facteurs d'échelle positifs, d'accord? Et ça permet d'avoir X de manière parfaite, reconstruit de manière parfaite. Si, et seulement si, l'énergie de psi est finie est égale à 1, et si on a également cette contrainte assez contraignante, d'avoir cette condition spectrale un peu forte ici. Mais bon, on ne va pas rentrer plus dans le détail. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est capable d'aller dans le domaine des ondelettes avec des coefficients calculés. Et on est capable de les combiner avec les fonctions psi, deux infinités de fonctions, et paf, tomber sur le signal x de t, qui est le signal x de t original. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Regardons maintenant l'intérêt de chacun des paramètres ou des variables A et B. Donc B, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, puisque B permet donc de bouger la fenêtre d'analyse du début du signal jusqu'à la fin du signal. C'est classique. On se centre sur B et on fait un produit scalaire entre l'ondelette analysante et le signal, et ça nous donne un coefficient d'ondelette qui dépend donc de ce B. Alors, regardons, ce qui est nouveau, c'est quand même notre coefficient, notre variable A. Donc A, c'est le facteur d'échelle ici, donc qui va permettre donc de changer la durée temporelle. Donc si A augmente, on va donc avoir une dilatation, et si A diminue, on aura donc une contraction. Alors, une hypothèse de départ ici, c'est que l'ondelette mère de base, la fonction mère, psi, évidemment, il n'y a pas besoin d'hypothèse pour ça, mais A égale 1, le facteur d'échelle est égal à 1 pour l'ondelette mère, parce qu'on a ici A égale 1 et B égale 0 pour avoir psi. Et donc, ça donne une fonction ici de support temporel fini, ok, mais regardons ce qui se passe sur la fonction, sur ce qui se passe dans le spectre, la même fonction, et on se rend compte, comme on avait vu avec la transformée de Fourier à la fenêtre glissante, que lorsqu'on a un support temporel fini, ça contraint le spectre à être un peu moins riche, on fait moins bien que la transformée de Fourier. Avec la transformée de Fourier, on pouvait regarder pile ce qui se passe à la fréquence de f0. Non, ici, on sera obligé de regarder ce qui se passe toujours à f0, mais ce qui se passe autour de f0. Ici, donc, on aura une largeur de bande non nulle qu'on appelle donc delta f. D'accord? Donc ici, nous avons delta f. Ce que j'ai mis ici. Maintenant, augmentons A. Et si on augmente A, on dilate donc l'ondelette et pour voir ce qui se passe sur la durée dans le signal, donc des phénomènes de longue durée. Donc une analyse que j'appellerais une analyse globale en temps. Ici, donc on a une analyse qui serait globale en temps. D'accord? Donc ici, vous allez avoir quelque chose qui, vous voyez, c'est relativement long. Et donc, par contre, plus c'est long en temps, plus c'est court en fréquence, on le sait. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Il se passe en fait deux choses en fréquence. D'une part, si vous multipliez delta t par A, vous augmentez delta t, le A fois delta t est plus grand que delta t, ok, puisque A est plus grand que 1. Mais au contraire, ici, on divise delta f par A, ça veut dire qu'on va être plus résolu, on va être plus précis en fréquence, comme
si on commençait à ressembler à la transformée de Fourier classique, puisque variation de longue durée, hein, ça c'est une première chose. Donc on est plus précis en fréquence et par contre, comme ici il y a un changement de variable dans le temps, ça va se transformer également avec un changement de variable en fréquence. On a donc F0 qui a été divisé par A, ça veut dire qu'on a donc tout simplement, on a décalé ici, on a décalé le centre de la largeur de bande analysée aux faibles fréquences. Donc, variation globale veut dire qu'on analyse des faibles fréquences, des fréquences faibles, petites, et c'est normal que notre largeur de bande soit glissée vers les fréquences très faibles. Dans l'autre sens, si A est plus petit que 1, on va détecter, c'est pour voir ce qui se passe localement quelque part, de manière très précise dans le temps. Donc on a une précision importante dans le temps. Donc c'est une analyse locale dans le temps. Une analyse locale dans le temps, ça va faire l'effet inverse en fréquence. D'une part, la largeur de bande sera plus grande, d'autant plus grand. Et en plus, cette largeur de bande sera centrée sur les hautes fréquences parce que F0 sur A sera plus grand que F0 si A est plus petit que 1. Okay, ce qui permet, donc c'est assez logique parce que si on veut analyser un régime transitoire, ça veut dire des variations très rapides. Les variations très rapides, ça se traduit par une analyse fréquentielle sur les hautes fréquences. Et en plus, pour générer le régime transitoire, donc une variation rapide, une brusque variation, une discontinuité en signal, par exemple, il faut beaucoup de sinusoïdes. Donc, c'est normal que la largeur de bande ici soit de plus en plus grande lorsqu'on est dans les HF. Voilà. Donc, ici, c'est la même explication, mais en regardant un plan temps-fréquence, temps ici, fréquence en Y. Donc, ici, vous voyez, la largeur temporelle est là, est grande. À ce moment-là, la largeur fréquentielle est petite. Et en plus, on est en faible fréquence, les fréquences augmentent ici. Donc ici, on regarde ce qui se passe autour d'une fréquence relativement petite, qui est ici visualisée. Au contraire, si la largeur temporelle est petite, donc régime transitoire à analyser, on est plutôt dans les HF, hein, puisque vous voyez que les F augmentent comme ça, donc on est plutôt dans une large bande pour détecter des variations rapides pour analyser ce signal. Alors donc ça c'est théoriquement ça se passe très bien théoriquement, mais dans la vraie vie, est-ce qu'on pourrait faire avec deux infinités de valeurs, deux infinités de fonctions? C'est un peu compliqué en fait dans la pratique. A et B, donc on va dire la transformée ondelette continue, parce que A et B sont des variables continues. La transformée ondelette continue est utilisée principalement pour détecter des discontinuités dans des signaux complexes, donc des anomalies, et ça c'est des choses qui marchent très bien quand on veut détecter par exemple un signal qui présente des discontinuités pas forcément visibles a priori. Dans la pratique, dans notre cas de figure, lorsqu'on veut transmettre, lorsqu'on veut stocker, lorsqu'on veut comprimer, lorsqu'on veut approximer une fonction, on a besoin probablement d'un nombre fini de fonctions, ondelettes, un nombre dénombrable déjà, et l'idéal serait, ce que je vous ai marqué ici, serait d'avoir un nombre fini de fonctions, en plus que ce soit des fonctions qui constituent une base orthonormée, par exemple dans un espace de Hilbert. Ça, ce serait vraiment assez génial. Et ça arrive un petit peu plus tard en 1985, toujours donc un chercheur de l'école française, Yves Meyer, qui va proposer une base orthonormée de fonctions ondelettes, et c'est assez exceptionnel. Donc nous avions, en fait, donc voilà sa proposition. Vous voyez que ici les paramètres, les variables AB, qui étaient des variables continues, ont été remplacées par des variables JK. A et B sont réels et JK, eux, sont des entiers relatifs, donc des nombres signés, hein, ici, des nombres entiers qui sont signés. Alors, si on fait une identification terme à terme,
entre les deux choses, on va pouvoir trouver une relation surtout entre A et J. Et bien sûr, B aussi peut être exprimé en fonction de J et K. Donc A et J, c'est vraiment les paramètres les plus importants en ondelette. Donc vous voyez que maintenant A ne variera pas de manière continue, elle va varier de manière assez sympathique, A égale 1, A égale 2, A égale 4, A égale 8, ou dans l'autre sens, 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 8. Donc vous voyez, ça va donc changer. Le changement d'échelle se fera par un facteur de 2. Par exemple, lorsque A égale par exemple 1, J sera égal à 0. Lorsque A égale 2, J sera égal à 1, etc. Donc J, on va voir un petit peu plus tard, s'appelle la résolution. Donc ça, c'est un transparent qui montre comment le plan temps-fréquence, dans la pratique, va être partitionné. Avec la transversale de Fourier glissante, les partitions étaient constantes, les fenêtres étaient de même taille. Donc vous voyez ici que les fenêtres sont de taille très différentes. Ici, quand on est en faible fréquence, là, nous avons donc des variations ici. Donc d'abord, on va donc commencer par parler en temps. En temps, vous voyez qu'au début, ici, on a une durée temporelle aussi grande que le signal. Donc je prends l'hypothèse que le signal s'arrête là, en bas à droite. Et la fréquence qu'on va analyser sera très petite, comme on a vu tout à l'heure. Et petit à petit, on va donc changer un peu les choses. Les atomes temps-fréquence ou les boîtes temps-fréquence vont changer de taille lorsque on va changer le facteur d'échelle. Donc, qui dit changer le facteur d'échelle dit également changer, évidemment, la résolution J qui nous intéresse plus particulièrement ici. Alors, je vais partager un écran pour pouvoir faire un petit dessin. Voilà. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est faire ensemble, on va analyser ensemble un signal quelconque, d'accord? On va prendre un signal ici, en temps. Donc voici le signal qui s'arrête à T1. Okay. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va donc commencer à analyser ensemble ce signal. Alors, notre hypothèse de travail, ça va être comme ça jusqu'à la fin de ce module. On va donc faire l'hypothèse que la fonction mère, qu'on appelle fonction psi, a la même durée temporelle que le signal original. C'est-à-dire qu'il va, enfin, la fonction mère fait ça, s'arrête à T1. Donc c'est une supposition qui est assez simple. Voilà, ok. Donc ça veut dire que on va donc, première chose qu'on va faire, en général, quand on commence à analyser un signal avec des ondelettes, on va donc calculer le produit scalaire entre la fonction, le signal analysé, c'est-à-dire le signal complet ici, et la fonction mère qui a le même support que le signal de départ. Bon, évidemment, ça va donner un seul coefficient, qu'on appelle donc le coefficient D. Alors maintenant, j'aimerais bien écrire le coefficient D avec les bonnes valeurs pour J et K. Alors ici, on a dit que pour psi, c'est-à-dire la fonction mère, A égale donc 1, ce qui est normal. Si A égale 1, comme A, c'est 2 puissance moins J, ça veut dire que J égale 0. Okay. Donc, la résolution est égale à 0. On va voir un peu à quoi ça sert après, pourquoi on l'appelle résolution, je vous l'avais dit. Alors, et K, ça donne l'indice du coefficient pour J donné. Là, pour J égale 0, il n'y a qu'un seul coefficient, donc le coefficient, l'indice sera 0. Assez facile. Maintenant, on va augmenter, on va changer le facteur. C'est comme ça qu'on travaille. Vous voyez qu'on va changer le facteur d'échelle et on va donc prendre A égale donc
1,5. D'accord? Donc, si A égale 1,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va contracter par 2 notre fonction mère. Et si A égale 1,5, comme A égale 2 puissance moins j, nous avons j égale 1. Donc maintenant, je vais dessiner la même chose ici. Cette fois-ci, j'ai des ondelettes qui sont 2 fois plus petites. Donc, je vais calculer, finalement, non pas un seul coefficient, mais 2 coefficients sur le signal. Le premier coefficient va nous permettre de calculer le premier donc, coefficient ondelette avec l'indice qu'on verra ici, et la même chose avec, bon, il y a, donc, comme on varie K varie autant de fois qu'il y a de coefficients calculés. Donc il y a 2 coefficients calculés, ça veut dire que celui-là c'est 0, celui-là c'est 1. Vous voyez que là on a 2 coefficients calculés, donc K variera de 0 à 1. Donc si on continue et pour terminer, si on prend A égale 2, pardon, A égale 1 sur 4, ça veut dire que J égale 2. Ça veut dire que K variera de 0 à 3, puisqu'il y aura 4 ondelettes qui vont compléter le support complet du signal. Donc 4 coefficients calculés, K variera de 0 à 3. Alors on peut donc faire une petite récurrence. Donc ça, en général, K varie de 0 à 2J-1. Okay. Voilà. Maintenant, si on revient à notre présentation avec les slides. Donc ici, on a exactement ça. Ici, vous allez, vous voyez, ce point-là correspond au coefficient qu'on a appelé. Donc si j'arrive à écrire ici avec un stylo, ouais, je devrais pouvoir, ici. Donc c'est notre fonction, c'est notre variable des 0, 0. Plus de mal à écrire ici, d'accord? Bon. Ensuite, donc ici, ce qui est important, c'est la résolution J, hein, d'accord, égale 0. Pardon, c'est ça. Enfin, ok. Voilà. Donc, ensuite, lorsque on va changer A, le facteur d'échelle, on va donc passer ici à J égale 1. D'accord? Ici, on va passer à J égale 2. Ici, on va passer à J égale 3. Ici, on va passer à... Je pourrais vous aider à trouver un lieu quand je serai... J égale 4. Vous voyez que ici, quand on prend le facteur d'échelle 1 égale 1, 1 égale 1 sur 2, 1 égale 1 sur 4, 1 sur 8, 1 sur 16, nous allons avoir la résolution J qui va passer de 0 à 4. Et donc, si on regardait les cas, ici, je pourrais écrire un cas. Donc, A égale 0 ici, 1, 2 et 3. Voilà. Donc, ce qui est important de voir, c'est que J augmente. Et donc, pourquoi ça s'appelle la résolution? C'est assez simple. Vous voyez que plus J augmente, plus on calcule de coefficients. Ici, je calcule 16 coefficients sur le signal. Donc, on est plus précis sur le calcul, sur l'analyse du signal. Donc, la résolution temporelle du signal augmente parce qu'on a des ondelettes qui seront de plus en plus petites. Vous voyez qu'ici, je vais avoir une ondelette qui va être tout petite. Il va être comme ça. Voilà. Et puis, une autre ondelette ici qui va calculer un autre coefficient, etc., etc. Alors qu'ici, on a une résolution un peu plus grande, un peu plus petite, pardon, parce que
on regarde un peu plus globalement qu'ici le signal temporel. Donc, quand on va du bas en haut, on augmente la résolution. C'est la raison pour laquelle J est appelé la résolution. Ce dernier transparent, pour vous indiquer que avec donc Yves Meyer, on peut maintenant analyser X avec des psi-j-k, un nombre dénombrable de fonctions, j et k étant des entiers signés, et on peut reconstruire parfaitement X à partir en combinant linéairement ces fonctions de base. Les fonctions de base psi-j-k sont indiquées ici. Évidemment, elles sont normées 2 à 2 orthogonales, donc ça forme bien une base dans un espace de Hilbert de fonctions continues. Voilà. Donc on a vu aujourd'hui avec cette séquence donc la fonction ondelev de manière assez rapide. Donc j'ai essayé de limiter le nombre de formules à utiliser donc, pour simplifier un peu la présentation. Donc ce qui est important finalement de retenir, c'est que par rapport aux ondelettes, en Fourier glissante, là on a des choses beaucoup plus souples, on a la durée temporelle qui peut varier, avec une dilatation, une contraction. Lorsqu'on contracte, on est plus précis en temps, donc on a la résolution qui augmente de plus en plus. Voilà. Et on peut donc en conséquence changer la taille de la largeur de bande analysée en fréquence. Donc ce qui va maintenant nous rester pour terminer la partie ondelette, c'est de voir comment en pratique c'est mis en œuvre, et on va voir que la mise en pratique, le calcul donc des différents coefficients, vous en avez un certain nombre, une infinité, quand même dans ce plan temps-fréquence qu'on a vu, que je vais vous montrer de nouveau ici. On a ici, voilà, et là, cette analyse peut être faite avec des filtres, simplement en utilisant des calculs du filtrage, de la convolution, avec des filtres à réponse impulsionnelle finie. Donc une dernière chose, ça s'appelle une analyse multirésolution. Pourquoi? Parce que vous voyez que j'analyse le signal avec des résolutions différentes, J égale 1, J égale 2, J égale 3, J égale 4. Donc nous sommes dans le cadre, dans le cas de l'analyse qu'on appelle une analyse multirésolution du signal. Voilà. Très bien. Rendez-vous à la prochaine séquence vidéo.